Mais je tiens tout d'abord à remercier le think tank Amadeus et son président, notre ami Brahim, qui nous permet de nous retrouver pendant 2 jours pour discuter de l'Afrique émergente. Alors c'est vrai que vous êtes tous un certain nombre de chefs d'entreprise qui parcouraient le monde et vous avez dû constater qu'il n'y a jamais eu autant de conférences parlant de l'Afrique depuis ces 5 dernières années. Alors ça peut s'apparenter à un effet de style de temps à autre, puisque tout le monde dit que l'Afrique est la dernière frontière, last frontier, la zone de croissance où il faut que tout le monde se positionne dans les années qui viennent. Alors, je crois que le thème est choisi à propos dans ce contexte d'euphorie où on dit l'Afrique de demain. Moi, je dis l'Afrique d'aujourd'hui, parce qu'en réalité, l'Afrique a toujours existé et a toujours eu ce potentiel qu'on ne fait que révéler maintenant. Comme un petit peu les talents qui constituent ce continent, qui ont toujours existé, mais qu'on révèle également que maintenant. How to Believe in Africa, c'est le titre qui a été choisi par nos amis de la Fondation pour engager cette première discussion. Je suis sûr que vous avez lu tous les chiffres depuis ces dernières années, le commerce africain, les matières premières, la croissance, la première croissance mondiale. Ils vont vous en donner. Mon ami Carlos en a beaucoup d'ailleurs à partager avec nous. Et de temps à autre, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on retrouve réellement tous ces chiffres dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère? Est-ce qu'en sortant dans les rues de Casa, dans les rues d'Abidjan, les rues de Dakar ou dans la province de Douala, une fois qu'on est sorti de la capitale, on retrouve ces chiffres dans la croissance africaine? C'est une autre question, mais qui nous oblige également à faire cet exercice d'articulation de notre croissance pour voir dans quelle mesure elle profite au plus grand nombre sur le continent africain. Néanmoins, une fois qu'on cède à cette euphorie, où on dit c'est vrai, les chiffres sont bons, on ne retrouve pas forcément tous les jours, il y a quand même une dynamique qu'on observe. Ceux qui se promènent sur le continent africain, dans les capitales, parfois dans des zones même reculées, constatent que le boom immobilier est une réalité. Les malls, les supermarchés, comme on les appelle, les centres commerciaux, pour cette fameuse classe moyenne, est une réalité. Les embouteillages dans les villes, je ne parle pas de Lagos, qui est probablement, en dehors du Caire, peut-être les pires, l'embouteillage, le volume de trafic dans les capitales africaines est une réalité. La pénétration du téléphone mobile est une réalité. Donc c'est vrai, même si on a tout à fait en droit de se méfier de temps à autre de ces chiffres dont on nous abreuve, il y a des réalités. Et il y a des projets. Lorsqu'on investit chaque année plus de 50 milliards de dollars dans les infrastructures en Afrique, ça ne s'est jamais vu. C'est une réalité. Lorsqu'on dit qu'en 2100, 50% de la jeunesse mondiale sera africaine, c'est une réalité. Lorsqu'on dit également qu'aujourd'hui nous avons 300 millions d'individus qui constituent la classe moyenne, même si après les chiffres sont discutables en termes de chiffres de quoi nous parlons, est-ce que c'est les fameux 2 à 10 dollars de la BAD ou c'est les 10 à 20 dollars d'autres institutions, il n'empêche, il y a une classe moyenne qui émerge, ou en tout cas une population africaine qui émerge et qui consomme de plus en plus, puisqu'on estime que cette population sera d'1 milliard donc de classe moyenne à l'horizon 2060. Ce sont des chiffres qui sont des faits, qui peuvent nous conforter dans notre optimisme pour le continent africain et qui doivent nous obliger à y croire. Mais l'autre élément qu'on entendra moins souvent dans les conférences, c'est que l'Afrique, si on veut y croire, il faut la regarder différemment. Et c'est vrai, on a toujours tendance à appliquer à l'Afrique les théories, les calculs économiques qu'on voit habituellement sur les autres continents, notamment les pays développés, et qui malheureusement, selon moi, nous empêchent
de percevoir une autre réalité de l'Afrique. Et quand je parle de cette lecture différente et de cette réalité, je vais donner 3 ou peut-être 4 exemples. Lors du déjeuner, notre ami du patronat kényan disait « Au Kenya aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins bancarisé grâce au téléphone mobile, le fameux M-Pesa, qui permet en réalité de transférer de l'argent. » Et je me souviens encore, il y a 2 semaines, j'étais à l'aéroport de Nairobi en correspondance, et au guichet de Safaricom, en l'espace de 5 minutes, il y avait au moins 10 personnes qui transféraient de l'argent avec leur téléphone. Donc la lecture de l'Afrique, ce n'est pas de dire est-ce que le téléphone mobile peut fonctionner, mais c'est ce qu'on en fait. Et donc quand on n'a pas perçu qu'en réalité l'utilisation de certains objets comme le téléphone qui permet de téléphoner, en réalité sert à bancariser les populations, c'est qu'on n'a pas fait la bonne lecture du continent africain, de ses dynamiques sociologiques et sociales. On nous dit également que le commerce intra-africain, c'est 12%. Alors, vous qui avez déjà traversé les frontières africaines, combien de personnes traversent les frontières et montrent un papier pour traverser? Aller à la frontière de Lomé-Cotonou, aller à la frontière de Cotonou et Lagos, il y a un trafic considérable qui se fait entre les pays, mais qui n'est simplement pas comptabilisé dans les statistiques, parce que les instruments statistiques ne les intègrent pas. Donc ça veut dire que si on fait une lecture purement statistique, effectivement, ces 12% restent les données sur lesquelles on va travailler. Or, c'est beaucoup plus, parce que les mouvements de population sont tellement naturels et se font depuis tellement de siècles, en réalité, mais que ce n'est pas comptabilisé, on ne l'intègre pas. Les femmes et le commerce. Dans les villes africaines, pareil, qui fait le commerce? Et lorsqu'on sait que c'est un continent qui est peu industrialisé, et c'est vrai, les chiffres indiquaient qu'on vivait essentiellement d'exportation de matières premières et de commerce, mais quand vous regardez les femmes et leur dynamique dans les villes, c'est les véritables moteurs de transformation des sociétés africaines et de commerce dans les sociétés africaines. Mais ça, il faut l'analyser pour bien le percevoir. Quand on dit que la classe moyenne aujourd'hui, allez, c'est entre 150 et 250 millions d'individus, qui intègre ceux qui sont dans le secteur informel? Ceux qui sont dans le secteur informel, parfois gagnent largement plus que des cadres d'entreprise, plus que des fonctionnaires d'administration, mais ils ne sont pas comptabilisés. Donc lorsqu'on parle de 250 millions de consommateurs, en fait on est largement au-delà, parce que les outils statistiques ignorent une partie de nos populations et une partie de nos réalités. Donc croire en l'Afrique, c'est vrai, c'est regarder des données concrètes, telles qu'elles nous sont exposées, mais également la réalité sociologique africaine qui permet de saisir des dynamiques qu'on n'a pas dans les instruments statistiques. Nous avons des atouts. Jusque-là, c'était les matières premières, mais on l'a vu, ça ne nous a pas beaucoup profité parce qu'on les exportait brutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on prend la croissance africaine aujourd'hui, à peine 40 à 50% sont le fruit des matières premières. Les services, l'industrie manufacturière, aujourd'hui, intègrent massivement la croissance africaine, et ça, c'est une bonne nouvelle. Pendant de très longues années, on nous a dit « Vous faites trop d'enfants en Afrique. Vous ne surveillez pas, vous faites trop d'enfants. » Puis subitement, on dit « Enfin, le dividende démographique profite à l'Afrique parce qu'on a une main-d'œuvre extrêmement jeune qui peut servir l'industrialisation du continent et la dynamique de transformation du continent. Et subitement, ce qui était un handicap devient un atout lorsqu'on regarde effectivement les courbes de décroissance et de dénatalité des pays développés. Et même un pays comme la Chine revient sur sa politique d'un enfant par famille parce qu'elle se rend bien compte qu'aujourd'hui,
le défi de la croissance, c'est aussi un défi de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre jeune. Donc la démographie devient subitement un atout, avec une jeunesse qui, bien sûr, peut constituer un risque majeur pour le continent. Et comme elle le dit si bien, si on ne s'occupe pas d'elle, elle s'occupera de nous. Et ce capital humain, il ne faut surtout pas qu'elle devienne, en tout cas ce capital ne devienne pas un handicap pour le continent. Mais c'est une réalité, cette croissance démographique, cette jeunesse qui constitue un nouveau levier de transformation du continent, si bien sûr elle est bien formée aux réalités modernes de nos économies, et si les économies arrivent à créer assez d'entreprises et donc assez d'emplois. Quand on parle d'entreprise, c'est aussi ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a des champions africains. Et c'est un plaisir de rappeler la dynamique des banques marocaines aujourd'hui sur le reste du continent africain. Ceux qui sillonnent l'Afrique depuis 30, 40 ans, avant on avait essentiellement droit à un guichet d'une banque française, ou éventuellement d'une banque anglaise, ou éventuellement d'une banque d'affaires américaine. Je ne les citerai pas, vous les avez reconnus. Et aujourd'hui, quand on se promène dans les villes, eh ben on a Tijari, on a BOA, on a Ecobank, bref, on a une offre bancaire beaucoup plus large, plus compétitive, mais surtout de champions africains. Et c'est ça aussi, pour moi, une des raisons de croire dans ces transformations, c'est qu'enfin, les Africains créent des entreprises qui compétissent avec les entreprises mondiales, sur des terrains que nous maîtrisons beaucoup mieux. C'est donc l'ère des champions, et pas que dans le secteur bancaire, mais dans l'agro-business, dans les télécoms, etc. Donc je crois que nous avons un certain nombre de bonnes nouvelles qui peuvent nous permettre de croire en l'Afrique, mais à condition que les Africains croient en eux-mêmes. Et même si les sondages qui ont été effectués auprès des jeunes Africains, des jeunes de la jeunesse mondiale, montrent que la jeunesse la plus optimiste, c'est la jeunesse africaine, on ne peut pas se contenter de l'optimisme de cette jeunesse, parce que, comme je l'indiquais plus tôt, cette jeunesse peut devenir un véritable frein pour le développement de ce continent. Mais la bonne nouvelle, une fois de plus, c'est que cette jeunesse, cette dynamique économique, ces champions africains qui sont une réalité, ont besoin d'une raison de croire un peu plus à l'Afrique. Donc quand je reparle de notre confiance en tant qu'Africains dans le développement du continent, c'est une nécessité impérieuse. On compare souvent l'Afrique et l'Asie, et c'est vrai, dans les années 60, on vous le dira, le PNB par habitant de la Côte d'Ivoire était supérieur à celui de Singapour, celui du Ghana était supérieur à celui de la Corée du Sud, puisqu'on prêtait même de l'argent à ces pays. Puis en l'espace de 40 ans, pendant que beaucoup de nos pays stagnent entre 1 000 et 2 000 $, ils sont à 30, 40 000 $ par habitant. Donc il y a eu, pas un miracle, parce qu'on a dit souvent le miracle asiatique, mais quand on l'étudie, c'est organisé, c'est structuré. Mais là où je veux en venir, c'est que le Japon, vaincu, détruit, après la Seconde Guerre mondiale, s'est relevé avec un sentiment de patriotisme unique, en disant « nous allons reprendre notre revanche sur le monde et nous allons revivre ». Regardez comment le Japon s'est relevé rapidement. Singapour, quand Singapour quitte la communauté de la Malaisie, on leur donnait quelques mois parce qu'ils n'ont même pas d'eau, ils ne produisent rien. On dit ils vont revenir rapidement dans la fédération. Mais quand vous parlez à un Singapourien, même aujourd'hui, ils ont ce sentiment non seulement de fierté, mais d'appartenir à une communauté singapourienne qui relève des défis et qui veut exister à travers le monde avec bien sûr des mythes fondateurs. Et en Afrique, nous avons ces mythes fondateurs. En Afrique, nous avons des raisons de croire que nous pouvons transformer l'Afrique et que les jeunes Africains se disent ce que je peux faire en Europe en traversant la mer avec beaucoup de risques, je peux le faire en Afrique.
C'est toujours amusant parce que nous avons invité une conférence à Brazzaville il y a 2 ou 3 ans. Il y avait plus de 2000 jeunes dans la salle. Et à un moment donné, je leur pose la question, qui est-ce qui aimerait rester en Afrique? Je vois quelques mains que j'arrive à peine à distinguer. Et puis je dis, qui est-ce qui veut partir du continent? Je vois plein de mains qui se lèvent. Je dis, ah, mes jeunes amis, vous n'avez rien compris. Parce que justement, c'est le moment de rester en Afrique pour toutes les différentes raisons que je viens d'évoquer. Parce que c'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique qui gagne. Et il faut qu'on arrive à s'en convaincre avec les éléments que nous allons entendre pendant ces 2 jours, que nous entendons tous les jours. Mais je crois que de temps à autre, il faut se pincer un petit peu, vous savez, comme dans un rêve en disant « You're not dreaming », c'est la réalité. Il faut qu'on se réveille. C'est le temps de l'Afrique et le temps de l'Afrique intégrée. Et c'est le dernier élément sur lequel je vais insister. Une Afrique désintégrée n'ira nulle part. L'intégration africaine est un impératif si on veut transformer le continent. 54 pays, 54 politiques économiques. Un jour, j'arrive à Singapour et le taximan me dit « Je viens d'où ?» Il me dit « Vous venez du Nigeria ?» Je dis « Non. » Il dit « Mais le Nigeria, c'est l'Afrique. » Je dis « Oui, c'est en Afrique, mais ce n'est pas l'Afrique. » Il me dit « Ah bon, il y a plusieurs pays ?» Je dis « Oui, il y a 54 pays. » Il me dit « Non, c'est pas possible. » Et il me dit « Chaque pays a un drapeau, un président, un premier ministre, des ministres, un gouvernement. » Je dis « Oui, oui. » Il me dit « Ah, je ne savais pas du tout. » Donc, la réaction de ce taximan singapourien est intéressante parce qu'elle veut bien dire que 54 drapeaux, ça rend très difficile 54 politiques différentes, 54 stratégies différentes. Ce n'est pas possible. Les blocs régionaux sont cruciaux pour la transformation du continent et le bloc continental est impératif avec la nécessité de distinguer les avantages comparatifs et compétitifs de chaque pays, de chaque nation, pour, dans le cadre d'une complémentarité, rendre cette Afrique beaucoup plus forte. Et nous le pouvons. Certains ensembles régionaux fonctionnent tant bien que mal, d'autres mieux, comme en Afrique de l'Est, mais il est impératif, dans cette réflexion que nous allons mener et dans les faits que nous allons indiquer, de toujours garder en perspective la nécessité d'un continent intégré, avec des dynamiques continentales et des complémentarités qui nous permettront demain, même aujourd'hui, pas demain, d'être un acteur de référence sur l'échiquier mondial parce que nous le pouvons. Nous le pouvons parce que nous avons la ressource humaine qu'il faut, nous avons les ressources naturelles qu'il faut, nous sommes en train d'investir massivement dans les infrastructures qu'il faut, nous avons la jeunesse qu'il faut, nous avons les champions qu'il faut. C'est donc, messieurs, dames, le temps de l'Afrique et à nous de le saisir. Merci.